bonsoir et bienvenue dans votre émission Partir ou Rester, cette émission qui traite de l'immigration clandestine, un fléau qui gangrène nos sociétés. Pour parler bien sûr de ce fléau, nous allons recevoir un grand monsieur, lui s'appelle Dr Mamadou Touré, il est professeur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, il est diplômé en physique électronique bien sûr, il est avec nous sur ce plateau. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Touré. Un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors docteur, vous avez étudié du côté de l'Allemagne et vous êtes parti là-bas en quelle année plus précisément? Plus précisément, je suis parti en Allemagne en 2001. En 2001, je suis parti en Allemagne. C'était dans le cadre des études Oui, effectivement, c'était dans le cadre des études. Lorsque j'ai présenté le mémoire de fin d'études supérieures ici, donc avec l'attestation de soutenance, donc j'ai postulé pour l'université de Bremen et avec la confirmation que j'ai déjà soutenue, alors l'Office international m'a envoyé une confirmation qui dit que alors, on vous accorde de venir faire votre étude post-universitaire et une fois vous êtes ici, vous avez un appui de notre côté. Mais le voyage va être assuré par moi-même. D'accord. Yeah. Et du coup, pour la première fois, vous débarquez sur une terre étrangère. Cette différence, comment vous l'avez vécu pour la première fois? Oh, pour la première fois, je crois que c'était très, très, très difficile. Parce que là, dès que nous avons atterri, alors, c'est une émotion. Alors, le système, c'est pas la même chose. Il y a tellement de l'ordre là-bas. On a même l'impression que les gens ne sortaient pas à l'époque. À cette période-là, tout le monde est chez soi, seulement dans les endroits publics où on voit de grands regroupements de personnes. À la gare, les va-et-vient, on ne connaît pas le système. Donc c'était un peu, ce qu'il faut dire, c'était un peu troublant. C'est un peu troublant. Oui. Alors du coup, vous débarquez en Allemagne parce que la plupart du temps, on constate que ceux qui quittent les pays africains pour partir étudier en Occident, la plupart n'arrivent pas à étudier. Une fois là-bas, ils changent catégoriquement leur objectif, c'est-à-dire ils se lancent dans d'autres affaires. Vous n'avez pas été tenté par cela une fois, ou bien vous n'avez pas vu des amis qui sont lancés dans cette aventure? Bon, en ce qui me concerne, d'abord je vous précise qu'avant mon départ, il était déjà bien indiqué l'hôtel où je devrais loger déjà. Donc l'hôtel, la rue, tout était venu par l'office, m'avait envoyé tout dans mon invitation. Donc une fois que je suis venu en Allemagne, d'abord je suis passé par Paris. De Paris, il y avait la correspondance, donc j'ai raté même mon avion de Paris pour Berlin. Alors là, le temps là, j'ai raté, il a fallu changer encore le ticket pour prendre encore un autre avion pour Berlin. De Berlin, maintenant, j'ai pris maintenant le train pour Bremen et arrivé là maintenant, c'était précisé l'hôtel où je devrais aller. C'était obligé d'étudier, mais quand même, il y a cette idée de chercher de l'argent qui n'a pas pris dans la tête. Je vous en prie, merci bien. Votre question, c'est très très pertinente. Je vous rassure que j'ai décidé d'être professeur à l'université depuis le collège, depuis que je faisais la 7e année. Je peux vous montrer aujourd'hui ce que j'avais écrit lorsque je faisais la 7e année. J'ai mis gros point d'interrogation. Comment devenir professeur de l'université après avoir étudié en Europe? C'est écrit. C'est tout dernièrement encore, j'ai vu ça. C'est écrit. Donc j'avais déjà... Vous avez déjà votre objectif. L'objectif c'était déjà prévu, mon frère. D'accord. C'était déjà prévu. D'accord. Et pour me spécialiser en physique, ça aussi c'était prévu. Donc après l'école primaire, c'était depuis que j'ai eu 16 sur 20 pour la première fois en physique, je dis c'est ma matière. Vous avez dit que c'est votre matière. Alors cette émission traite de l'immigration clandestine. Alors vous étiez en Allemagne, vous êtes parti légalement, mais du coup quand même en Allemagne vous avez eu la chance de rencontrer nos confrères qui vivent dans l'inégalité, nos confrères qui sont là-bas dans des conditions difficiles. Dites-nous comment vivent les immigrés en Allemagne. Voilà, je vous remercie.
Je crois que la fois dernière, je vous ai entendu à la radio parler avec d'autres invités qui parlaient directement comment vivent les immigrés clandestins. Alors là, c'est un peu difficile, c'est très 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 difficile. Si vous immigrez de façon illégale, là c'est très très difficile, c'est ça la vérité. C'est très 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 difficile. Il y en a des personnes, une fois service d'immigration, d'abord quand ils sont là-bas de façon illégale, ils ont peur de se rendre directement au service d'immigration, de se déclarer. Ils ne peuvent pas se déclarer, ça c'est un. Maintenant, à partir du moment où c'est trop dur, trop difficile, tu te confies à quelqu'un, une jeune fille qui va tomber en grossesse par le canal d'un monsieur qui a moins positionné qu'elle, à partir du moment que la fille est enceinte, là, la fille ose maintenant de se déclarer à l'immigration à cause de cet enfant. Dès qu'il se déclare, je suis enceinte, l'immigration va t'envoyer tout de suite chez un médecin, qui eux vont te donner directement l'adresse, va voir faire la consultation. Dès que le médecin précise que oui, tu es enceinte, immédiatement l'enfant là est pris en charge dès la semaine là. Par l'étalement. Par l'étalement. Donc immédiatement, la personne, elle est protégée par cet enfant. Donc avant, c'était par exemple de 0 jusqu'à 14 ans, l'enfant là est protégé à un montant fixé. À partir de 15 ans, on dit que l'enfant est majeur maintenant, donc on va changer directement non, pas papier, ça prise en charge. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, mais tant que tu n'es pas dans ces situations-là, il est très très difficile là. Parce que des fois, tu viens, tu n'as pas à manger, mais puisqu'il y a le social, on te pose des questions, mais à partir du moment où on a compris que tu as fait des moments, donc tu veux exactement des comment je peux dire, des reçus, c'est écrit par exemple 20 €, en forme comme notre billet là. Par exemple 10 € en papier, c'est écrit 10 €, on te donne, tu vas au supermarché, et c'est écrit tel supermarché, et tu dois aller là-bas. Donc tu viens, si c'est 20 € sur le papier, tu vas prendre la nourriture, ce que tu as besoin, correspondant à 20 €. Dans le cas contraire, oui, tu es obligé de prendre ces 20 €. Ils font cela pour les immigrés. Oui, c'est pour les immigrés, toujours. Donc du coup, ça veut dire, dans ce pays, si je comprends bien votre explication, c'est-à-dire ces immigrés-là, donc on ne les prenne pas pour les mettre en prison, on les rapatrie. Du coup, on les aide à s'épanouir. Comment parce que déjà, on les octroie des aides. Comment cela se passe dans les camps de réfugiés? Non, vous savez, quand j'étais en Allemagne, jusqu'à présent, je n'ai jamais été au camp. Mais je sais... Il y a un camp en Allemagne. Effectivement. Non, il y a le camp. Mais c'est que il y a le camp avec assuré par HCR, il y a ce camp qui a la charge de HCR. Mais il y a aussi le logement social sous forme de camp que l'État allemand accorde directement aux immigrés qui sont dans des situations irrégulières. Il y en a beaucoup, plein. Là, je connais des personnes, par exemple, tu fais venir directement ta femme, et arrivé là-bas, la femme voit que l'image qu'elle avait de toi quand elle était en Afrique, c'est pas ça. Alors, une fois elle commence à comprendre la réalité, tu dis directement, bon, mariage là, je suis plus dedans. Alors, elle va tout de suite, si elle est enceinte, elle va se déclarer. Directement, il y a le logement pour elle. Le logement social. Voilà, le logement social est là, la nourriture, le manger est là, et au fur et à mesure que le temps passe, alors son statut change. C'est comme ça. Donc ce logement social qui est là-bas, c'est le logement qui existe. C'est pas le gouvernement finance le logement. Mais on vous laisse vivre là-bas. Bien sûr, tu n'es pas en prison. Tu n'es pas en prison. Non. On vous demande pas aussi des Non, ça dit que c'est que c'est pas transitoire avant de vous faire apporter au pays. Non, c'est que les gens ne comprennent pas deux choses. Par exemple, la manière dont on refoule les Africains entre nous, ici par exemple, en Angola, c'est pas la même chose que j'ai vu en Europe. Non, c'est pas comme ça. On ne peut pas te voir directement dans la rue, directement tu n'as pas de papier. Par exemple, quand un policier se trouve directement à la gare, alors il soupçonne que lui, il est là pour une affaire incontrôlée. Tout de suite, ils vont venir, monsieur, bonjour, s'il vous plaît, votre Ausweis, votre identité. Ausweis, identité. Votre pièce d'identité. Alors,
vous allez dire, ma pièce est à la maison. Donc, et vous demandez tout de suite, bon, donnez votre nom. Vous dites directement, je m'appelle tel. Directement, ils appellent la station centrale, tel nom, tel prénom, telle date de naissance. La station centrale vérifie, on voit que oui, tu es enregistré, et dit, vous laissez le passer, il est enregistré. D'accord. Oui. Bon, si vous n'êtes pas enregistré, alors, qu'est-ce qui se passe? On va te prendre directement, on va t'envoyer directement au commissariat. Tu vas avec les policiers. Mais généralement, on va te poser des questions. Généralement, quand tu parles la langue déjà, on pense que tu as séjourné là-bas quelque temps. Donc, le rapatriement n'est pas immédiatement. Non, 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 non. Il y a une phase transitoire que tu dois faire directement avec les policiers. Il y a aussi l'endroit pour vous garder là-bas. Tu manges là-bas, tu te laves, tu es dans les meilleures conditions. Là-bas, leur prison, c'est pas comme chez nous ici. Non, 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 je ne connais pas. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Donc, il n'y a pas ça. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut aller de façon illégale. Je ne conseille pas d'aller de façon illégale. Donc, ça veut dire que les gens qui vivent dans ces foyers de déshérités, ils peuvent rester là-bas durant toute leur vie, ou bien ils restent là-bas longtemps. Comment c'est fait un petit peu là-bas? Ce type de camp de logement, à moins que, quand vous êtes là-bas, vous passez un temps. Parce qu'au fur et à mesure que vous passez le temps, votre statut change. Au fur et à mesure que vous... Parce qu'en Allemagne, par exemple, c'est la langue là. C'est la langue qui compte. C'est la langue qui est prioritaire. Dès que tu maîtrises cette langue-là, on te dit, bon, bien sûr que tu es au camp, on te dit, bon, d'aller, il faut partir directement apprendre la langue à l'école. C'est l'État qui t'envoie. Ah, monsieur Touré, même si aujourd'hui on t'envoie dans ce cas-là, immédiatement, hein, vous êtes logé, vous êtes nourri par l'État, mais immédiatement l'État vous dit d'aller étudier, immédiatement. Mais au fur et à mesure que vous étudiez, c'est-à-dire, c'est une politique, on est en train de vous former, vous devenez un nombre important, parce que quand vous êtes formé, alors on a besoin de vous. Là, vous sortez immédiatement dans le cadre d'immigrés. Vous allez voir que si vous êtes au camp, on vous dit par exemple, vous avez le ticket de train et de bus, vous n'êtes pas droit, si vous êtes à Conakry ici, vous n'avez pas le droit de sortir de Conakry. Après 2-3 mois, vous allez à l'école. Si vous maîtrisez, on voit que vous reveniez à l'étude, on vous dit tout de suite que bon, maintenant, vous avez le droit à aller jusqu'à Koya. Vous avez notre type de séjour jusqu'à Koya. Alors vous étudiez, on voit que ça va, alors toute la base Guinée. Après, vous êtes libre. Après, vous faites la demande, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que la situation, vous rentrez dans la situation régulière. C'est comme ça. Donc, du coup, ceux qui sont dans ces foyers, les déshérités, ne sont pas lâchés par l'État. L'État les entretient pour les rendre responsables, d'une part. Mais cependant, il y a d'autres aussi qui ont des difficultés qu'on arrive à rapatrier. Comment ça se passe? Généralement, je vais vous donner le système. Lorsque quelqu'un atterrit aujourd'hui, par exemple, sur un aéroport quelconque, d'une ville quelconque, l'Allemagne, tu peux tout de suite aller toi-même te déclarer à la police de l'immigration. Que tu es immigré? Non. Vous dites directement, s'il vous plaît, je suis venu, j'étais avec quelqu'un, il est disparu, alors je viens pour me rendre. Automatiquement, vous avez des questionnaires. D'accord. À travers ces questionnaires-là, on voit que vous n'êtes pas un terroriste. On voit que c'est vrai, vous êtes rentré, vous avez fui une condition très difficile chez vous. Tout de suite, la loi vous protège. Alors, ces policiers vont vous donner tout de suite un ticket de train ou de bus qui vous conduit au camp. Il y a ce type de camp. Vous allez dans ce camp, alors le camp va dire tout de suite à la police, nous avons un étranger. Est-ce qu'il est enregistré? Tout de suite, le camp appelle la police dit non, déjà, il est enregistré, tout de suite, ça commence maintenant. Vous avez maintenant, la liberté vient petit à petit, jusqu'à votre intégration. Oui, il y a des gens qui ont commencé comme ça, mais aujourd'hui ils sont là, ils ont maintenant les passeports. Il y a des gens qui ne bénéficient pas aussi de cette chance-là, qui du coup avec... généralement, vous savez, c'est très difficile. Par exemple, quand quelqu'un est rapatrié de cette façon, il m'est un peu difficile de dire il a fait ceci. Je deviens tout de suite l'ennemi public. Mais ce que je vous dis, si on voit que vraiment votre commission d'immigration est liée à une certaine difficulté de chez vous, alors il y a la guerre, il y a la famine, vraiment, l'État allemand comprend
ils ne font pas cette violence-là. D'accord. Non. Mais au contraire, si on peut aller trouver quelqu'un qui est en train de faire des choses qui ne sont pas conseillées, immédiatement c'est autre chose. Ouais. Jusqu'à présent, je vous ai dit, ça fait 3e fois que je vous dis, je n'ai pas vu quelqu'un, moi, là où je suis, Oui. de l'Allemagne, dire que lui, parce qu'il est immigrant clandestin, on l'a rapporté. Non. Tous les gens que je voyais là-bas, qui sont rentrés par la voie ou bien par le canal Fermanais, parce qu'il y avait la guerre en Sierra Leone, mais ils sont tous là-bas. C'est aujourd'hui j'ai compris que c'était des Guinéens, mais ils ont profité de la guerre en Sierra Leone. Hein? C'est cela. Mais aujourd'hui, ils sont tous là. Donc, et leurs conditions aujourd'hui, c'est pas comme avant. Donc, vous voulez dire quelque part que, l'Allemand, en Allemagne, ils sont cléments avec les immigrés par rapport à bien à la différence par rapport aux gens qu'on a reçus ici. Je vous dis, la France. Une fois, je répète. Aujourd'hui, en Allemagne, la génération actuelle allemande et la génération, par exemple, d'avant, nettement opposé. Aujourd'hui, celui qui dit que l'Allemagne ne connaît pas la violence. Mon frère, je vous donne un exemple terre à terre. Quand j'étais là, dès que j'ai fini les études, alors, quand j'ai compris que la matière que je donne, il n'y a pas un professeur qui donne ici, c'est moi-même qui ai dit au département de physique, envoyez-moi un contrat de travail. Moi, je vais servir le pays. Ils m'ont dit, on n'a pas l'argent pour te payer. Je dis, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi seulement le papier officiel. Quand on m'a donné, mon professeur me dit, tu ne vas pas. Il a catégoriquement dit, si tu vas, je ne te supporte pas. Il a refusé. J'ai pris ce contrat, je suis parti directement, service de travail, notice de travail, Arbeitsamt de Bremen en allemand. Je suis allé, j'ai présenté, il y a un département spécial qui se charge de ce problème-là. Alors, ils ont dit, quand tu vas, tu es sûr que tu vas travailler. Je dis, je suis sûr que je vais travailler. Alors, arrivé là, c'est l'État allemand qui m'a payé ici. D'accord. Oui, j'étais payé chaque mois par l'Allemagne, en Guinée. Dès qu'ils sont cléments. Oui, maintenant, aujourd'hui, je viens de l'Allemagne, ça fait 3 jours, j'étais là-bas. Le même professeur me dit aujourd'hui que toi, tu es brave, que je ne savais pas. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas parce que je suis contre toi, mais j'ai vu que tu ne peux pas soutenir d'après l'image que nous avons sur la Guinée. Voyez-vous? Et il me dit aujourd'hui, s'il est prêt, venez à côté de moi, travailler. Parce que du coup, c'est pas facile pour une personne qui a habité un petit peu à la belle vie là-bas, tu laisses un petit peu, tu es en train de travailler en Europe, tu laisses ce travail pour venir dans ton pays alors que tu sais que tu n'es pas bien payé. Il faut avoir une preuve de patriotisme pour venir au pays, pour aider un petit peu le pays. C'est pourquoi du coup, cette émission, est partie ou restée, c'est une émission qui n'est pas contre ceux qui veulent partir en Europe, mais il faut partir légalement. Et quand vous partez en Europe, mesdames et messieurs, et partez pour un objectif, étudiez pour revenir servir votre nation, comme beaucoup l'ont fait, qui sont passés dans cette émission également, comme lui l'a fait, monsieur le docteur Mamoudou Touré, il est professeur à l'université Gamal Abdel Nasser, docteur, il est docteur en physique électronique, d'ailleurs le seul docteur en physique électronique, et l'un des plus jeunes docteurs, bien sûr, il est avec nous sur ce plateau. Alors docteur, pour vous, qu'est-ce qui pousse les jeunes à quitter le pays, à risquer leur vie pour immigrer clandestinement? Bon, ça, les mentalités diffèrent. Parce que là, pour moi, dire comme ça, il y a telle condition en Guinée, ça me pousse de faire une immigration clandestine. Moi, cette condition n'existe pas. D'accord. Ça n'existe pas, pour moi. C'est même ce que je conseille aux étudiants. Quand j'étais une fois en première année à l'université, j'avais commencé à donner cours au lycée. Donc, au moment où j'étais à la 2e année à l'université, mon frère, je pouvais économiser de l'argent plus qu'un fonctionnaire à l'époque, mais en tant qu'étudiant. Donc je n'ai jamais connu ça. Il faut se battre, avoir le cœur pour sauver. Je ne dis pas l'immigration légale. Nous parlons toujours d'immigration clandestine. Oui. C'est-à-dire pousser aux familles de revendre tous les biens, aller revendre les terrains, les maisons à cause d'une personne, et lui aussi va partir de façon illégale après, au cas où il n'a pas de problème, va faire 10 ans, il n'a pas la situation, la famille est dans les mauvaises conditions. C'est ça, nous sommes en train de conseiller. Mais une fois, nous avons un objectif là-bas, en Europe. On veut aller pour un objectif, personne ne dira non, qu'il ne peut pas le faire. Dans ce cas, je dirais que ce qui peut pousser directement un jeune d'aller en Europe,
ça doit être exactement l'objectif visé. Mais une fois que vous dites l'immigration clandestine, je dis que non, il n'y a pas un objectif pour ça. Un exemple frappant. Hein, ça fait 3 jours, je venais arriver au niveau de Casablanca, Oui. j'ai rencontré plus d'une trentaine de personnes venues de l'Angola. Mon frère, qui sont rapatriés. ils sont rapatriés. J'ai vu les gens à l'aéroport cotiser pour d'autres. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, nous étions tous en prison. Je dis, quoi? En prison? Il dit que depuis qu'ils sont rentrés en Angola, on les a pris, ils étaient en prison d'abord. C'est des Guinéens. C'est des Guinéens, mon frère, beaucoup. Et donc, nous, on va se battre, mesdames et messieurs, pour parler de ce fléau. Oui, donc, tout à fait. c'est un petit peu ça. Et les Guinéens qui sont rapatriés du côté de l'Angola, peut-être s'ils sont tentant de nous suivre dans cette émission, partir ou rester, peuvent venir au groupe Évasion Guinée. Nous allons essayer de les prendre dans cette émission pour parler un petit peu de connaissance de la détention là-bas. Parce que ce n'est pas seulement en Europe que ce phénomène existe. Hein. Même entre nous, les Africains, il y a le phénomène d'immigration qui existe. Donc, vous pouvez venir dans cette émission, l'émission Partir ou rester. Déjà, vous connaissez déjà l'émission, elle passe à la télé, également à la radio. Nous sommes avec Dr Mamoudou Touré, professeur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Alors, docteur, est-ce que d'une part, les médias aussi ne jouent pas un rôle pour augmenter un petit peu, pour intensifier, s'il faut dire, ce fléau, parce que du coup, tout ce qu'on voit de l'Europe, la belle vie européenne, on voit de l'Europe un Européen qui est assis avec sa famille en train de manger, en train dans une belle maison, on ne fait que sortir la belle vie européenne. Est-ce que les médias aussi ne jouent pas? Mais au fond, vous savez que l'Europe aussi, il y a des bas quartiers, vous savez que l'Europe aussi, il y a des gens qui souffrent parce que vous avez été là-bas. Oui, mais je vous dis que quel que soit les Européens, quand on dit qu'ils souffrent là-bas, c'est pas comparable en Afrique ici. Oui. Non, quel que soit, c'est pas la même chose. La vie, ce que je dois manger aujourd'hui, non, ça, en Europe, c'est pas un problème, ça. Parce que même si tu n'en as pas, il y a un département qui peut assurer ça. Tu vas, tu dis, je n'ai pas à manger, il te donne à manger. Ça, c'est l'Europe. Mais le média, je ne dis pas comme ça qu'il joue un facteur. Si c'est le cas, je vais dire directement les médias européens. On parle des médias européens. Voilà, parce que les médias européens, c'est ça. Voilà, parce que si on est là-bas, c'est eux qui font sortir voilà, dans les documentaires, dans les films à télé. Et du coup, l'image qu'ils ont de l'Afrique, c'est des images de guerre, de famille. Effectivement. Et donc, mais c'est l'image de paradis. Au fond, vous avez été en Europe, vous savez concrètement que là-bas aussi, il y a des gens, même si c'est pas les degrés ne sont pas les mêmes, mais il y a des gens quand même qui souffrent, qui sont en manque d'emploi, qui sont les Européens, qui souffrent énormément également, même si c'est pas les mêmes souffrances que nous. Non, ça c'est vrai. Là, aujourd'hui, il y a le chômage partout. Le chômage est partout. Seulement, le blanc, leur chômage et notre chômage, c'est pas la même chose. Il y a une différence. Par exemple, quelqu'un qui est intégré dans le système social en Allemagne, vous verrez, son travail va être consiste seulement chaque matin de quitter chez lui, d'aller sur l'office de travail, se présenter. Je dis que je suis venu aujourd'hui. On dit, ok, on t'a vu, va à la maison. Demain, quand tu viens, ça c'est un travail. Ça c'est un travail. Pour eux, ils sont en train de te fatiguer, pour ne pas que tu restes comme ça, le social te donne l'argent. D'accord. Tu quittes chez toi, tu vas te présenter, après tu te retrouves. C'est tout. Donc, c'est pas le même. Mais ce qui est clair, on ne peut pas comparer l'Europe en Afrique. Celui qui dit que il faut rester ici, tout est là, c'est pas ça aussi. Qu'est-ce qu'on va dire en grosso modo? L'État doit essayer de donner le travail à la jeunesse. Partout on doit travailler. L'État doit s'organiser, à mettre des structures de travail. Là maintenant, on est dans les solutions. Hein. Non, on va donner pardon. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas ça. C'est-à-dire, je vais dire tout simplement, me poser la condition qui pousse les gens à partir. Si on travaille déjà, tout le monde travaille, alors il va partir, qui ira en Europe? Celui qui aura un objectif visé. Mais personne ne dira, je vais immigrer comme ça, qu'est-ce qui va se passer là-bas, passer par la mer, quand il y a un naufrage, je m'en fous. Donc ça ne va pas venir. Parce que tu manges bien, tu travailles, tu as quelque chose. Donc directement, l'immigration là
va au moins à 80% être freiné. D'accord. Ça c'est clair. Donc, créer l'emploi Donc, vous créez l'emploi. pour la jeunesse, Effectivement. c'est l'une des solutions pour Une solution. contre l'immigration clandestine. Et surtout, lutter contre le taux d'analphabétisme. Mais je crois que aussi les jeunes aussi doivent s'organiser en des associations, en des ONG, parce que il faut que les jeunes, on ne peut pas croiser les bras et dire que l'État doit faire tout, parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde, l'État ne peut pas faire tout. Donc il faut que les jeunes aussi, il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau des jeunes. Il faut que les jeunes s'organisent. Je crois aussi, c'est pas seulement l'État, je crois. Non, là, ça revient encore à ce que nous disons toujours. Le dénominateur commun, quelque part, il y a l'inconscience des jeunes. Oui. D'autre part, l'État ne joue pas 100% son rôle. 100%. C'est ça. Par exemple, il est très facile aujourd'hui, Touré. Qu'est-ce qui va se passer? On peut créer des centres de formation aujourd'hui. Si je suis, par exemple, le ministre de l'Éducation, je peux créer des centres de formation des jeunes. Hein? Je dis, par exemple, les jeunes de chaque quartier. Alors, mais c'est moi qui vais subventionner. C'est l'État qui subventionne directement ces formations. Les jeunes viennent pour apprendre le matin. Seulement, ils ne payent rien. Donnez la formation gratuite là, à la jeunesse. Vous allez penser que nous sommes en train de faire quoi? Mais vous êtes en train de former la jeunesse. Et quand il y a la formation dans la tête, immédiatement, c'est le développement du pays. Tant que le taux d'analphabétisme est trop élevé dans un pays, ce pays-là, vous allez beau faire, il n'y a pas d'avancement. La politique allemande, c'est que tout le monde doit écrire et lire. Forcé. Tout le monde. Dès que ton enfant a 4 ans aujourd'hui, demain tu as la lettre dire que vous l'envoyez à l'école. Tu ne peux pas dire que c'est ton enfant. Quoi? Dès que tu dis que tu as un problème, tu dois l'envoyer à l'école. Donc c'est pourquoi tout le monde doit écrire et tout le monde doit lire. Dès que l'État va penser tout de suite que, dès qu'on va créer les centres de formation pour la jeunesse, au village, hein, en ville, partout en Guinée, maintenant, l'État cherche seulement à baisser le taux d'analphabétisme, mais l'État est en train de créer. Ça, c'est le travail déjà. Il n'y a pas de travail plus que ça. Donc il y a le travail du coup, Oui. le travail maintient les jeunes dans le pays. Et parce que celui qui se lève le matin pour venir dans son bureau, dans son lieu de travail, ne pense plus à s'exiler, à tenter l'immigration clandestine. On dit que celui qui va avoir tel niveau, il a tel emploi. L'État crée directement la formation commune à tout le monde. Alors, étape par étape, même les gens qui n'ont pas fait école, hein, on met cette structure-là pour la jeunesse. Ceux qui n'ont jamais été à l'école, alors on crée ces structures-là. Ils viennent, alors on dit, bon, celui qui a tel niveau, il va apprendre tel autre métier. Mon frère, après, quand ces travailleurs-là, à la fin, vous avez des centres de formation, vous avez des centres de production, menuiserie, peinture. Mais les gens, quand ils vont commencer à produire ça, l'État ne fait que fournir la matière première, les produits commercialisés, mais l'État, ça rentabilise encore. Oui, l'État va s'enrichir sur le dos des gens qu'il a formés. Mais il ne faut pas dire aussi à la jeunesse directement et faire ça. Non, c'est l'État qui doit former, il doit mettre directement les centres de formation. Les gens sont formés. L'État se dit, mais les gens sont formés. Qu'est-ce qui se passe? On va leur donner un travail. Alors le travail là, ils vont travailler encore là-bas au compte de l'État. L'État est en train de leur donner le sou, mais le produit de qualité qui va sortir là-bas, c'est l'État qui commercialise là-bas. Là, il va, la rentabilité revient encore à l'État. Voyez-vous? Donc on fait un système de rotation à tourner. Un système de rotation tourné, mais au bénéfice de l'État. Au bénéfice de l'État. Mais même, finalement, il n'y a plus de tournage. Vous n'avez plus en train de la grève en Guinée. Non, il n'y a pas de grève. Tout le monde est occupé. Mais si vous laissez directement la jeunesse comme ça, ça doit nous faire autre chose. D'accord. Je crois qu'à part l'État aussi, il y a la société, je crois qu'ils doivent aussi investir dans ce domaine. Oui, mais ça vient à la même chose. D'accord. D'abord, la formation. L'État doit essayer d'ouvrir les centres de formation pour toute la jeunesse. Mais une fois les jeunes sont formés, oui. Mais vous êtes formé déjà, l'État connaît, il sait maintenant que vous avez le niveau pour travailler dans n'importe quelle entreprise. Il est là, l'État il est là pour vous envoyer là où vous voulez. D'accord. Hein? Il peut créer, d'ailleurs si on a la jeunesse est formée, l'État n'a même pas besoin maintenant les sociétés privées. C'est les sociétés privées qui vont courir vers ces gens-là. Mais au fait, quelque part aussi, quand on parle de l'État, mais d'une part aussi, est-ce qu'on ne parle pas de cette manque de
de sensibilisation, cette manque de communication autour de ce fléau, parce que ceux qui suivent régulièrement cette émission à la télé, il y a des images que nous on a pu avoir, des immigrés qui sont morts là-bas juste pour tenter de traverser le désert, juste pour traverser la mer. On a eu ces images dans cette émission, on a eu plein de propos, ceux qui suivent. Mais du coup, l'État ne communique pas là-dessus. Personne n'est là pour communiquer sur ce fléau, alors que c'est un véritable aspect qui est là, qui est en train de freiner le développement. Oui, je suis sûr que là, ça c'est le travail des médias, avec concerne directement de faire les reportages sur les causes de l'immigration, les inconvénients. Ça, c'est le rôle des médias. Par exemple, ce que vous êtes en train de faire comme ça, vous jouez un grand rôle comme ça. Si vous savez réellement ce que vous êtes en train de faire, ah, mon frère, c'est très grand. C'est en train de sensibiliser toute une nation. Il ne faut pas détourner le bien de la famille pour aller freiner en outre. Non, c'est pas bon. Non, c'est très difficile. Ouais. C'est très difficile. Au contraire, je répète, M. Touré, s'il vous plaît, nous ne disons jamais à la jeunesse ne pas aller en Europe. Celui qui dit qu'il ne faut pas aller en Europe, ou bien quoi, il est égoïste. Il faut aller, mais sur un objectif bien visé. Vous allez sur un objectif, une fois vous avez cet objectif-là, alors vous allez servir directement votre nation. Si vous voulez, vous restez là-bas. Mais c'est la voie légale. Si vous voulez rester là-bas, c'est la voie légale. Mais la voie illégale, vous allez regrouper tous les biens de la famille. Toi, tu vas partir, tu vas faire 20 ans, tu ne peux pas envoyer un franc à la famille. Ah, mon frère, à quoi sert de cela? Mais du coup, ici, docteur, il y en a aussi qui vont dans la voie légale, mais se retrouvent, après quelques mois, se retrouvent dans l'inégalité, parce que quand l'ambassade vous octroie 2 mois, 3 mois de séjour, et vous arrivez à aller au-delà de ces 3 mois, donc du coup, vous plongez automatiquement dans l'inégalité. Et je suis sûr que vous avez connu ces Non, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas compris les procédures d'octroi de visa. Dès que quelqu'un rentre par la voie légale, par exemple, on va détailler d'abord qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal. D'accord. Si vous demandez un visa d'1 semaine à l'ambassade, il va vous donner un visa légal d'1 semaine. C'est qu'il y en a 1 semaine. Mais à partir du moment après 1 semaine, là, c'est expiré, vous êtes là-bas. Vous êtes perdu, on ne vous voit plus, vous êtes maintenant à la voie illégale. Vous comprenez? Dans cette situation, vous ne pouvez pas montrer ce passeport-là à aucun service pour vous aider. Et pour avoir le travail, il faut toujours montrer votre pièce d'identité pour avoir le travail. Et tant que vous n'êtes pas une pièce d'identité légale, vous avez peur de montrer votre pièce pour avoir le travail. Et tant que vous n'avez pas le travail, la famille est en danger ici. Maintenant, si l'ambassade vous donne un visa, il met 3 mois, par exemple un étudiant, il a déjà l'admission, il met 3 mois, maintenant il va mettre d'abord MUN, multi-entrée. Ça veut dire quoi? L'ambassade te donne 3 mois dans ton passeport. Dès que vous êtes ici aujourd'hui en Allemagne, demain vous allez encore au service d'immigration, malgré qu'il reste encore 28 jours, vous venez, vous dites, venez à la police, vous faites la demande, il y a le formulaire, vous remplissez, vous dites, pour renouveler mon visa. Et il y a 28 jours. Ils vont mettre tout de suite les étudiants. Si ça se trouve que déjà vous avez la maîtrise de la langue, par exemple, comme l'ambassade, le consul actuel fait, actuellement, le niveau qu'ils donnent aux étudiants, c'est écrit, vous avez le B1. Le B1. Ça veut dire? Le niveau que le consul donne aujourd'hui, le test actuel à l'ambassade, c'est le niveau qui vous permet, dès que vous arrivez, on vous accepte directement de continuer votre étude. Vous comprenez? Ça, c'est le B1. Le B1, là, dès que vous montrez le service d'immigration, vous avez directement votre prolongation et permis de travail. Tous les étudiants travaillent en Allemagne. Celui qui dit que les étudiants ne travaillent pas en Allemagne, il ne connaît pas. Tous les étudiants travaillent en Allemagne. Dès que vous finissez la langue, on vous donne le séjour, à côté on vous met permis de travail. Ça, c'est tous les étudiants en Allemagne. Donc, du coup, quand vous quittez... Malgré qu'on dit il faut ouvrir le compte, mais vous avez quand vous venez voir les policiers pour renouveler... Oui, immédiatement vous remplissez. Alors maintenant, les 28 jours pour rester là, c'est comme zéro maintenant. Le jour où vous êtes venu, à partir de ce jour-là, c'est prolongé encore 2 ans. On vous donne les 2 ans. Les étudiants chaque 2 ans. Chaque 2 ans. À la fin de ces études maintenant, si votre évolution d'études va avec succès, à la fin vous avez directement le séjour permanent.
Malgré que vous êtes étudiant. Mais avant l'ancienne génération, vous venez aujourd'hui, vous dites de rentrer. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi la population part à la vieillesse? Est-ce que quelque part aussi, ils n'ont pas besoin de la main d'œuvre? Oui, aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui. Et avant, je ne peux pas avoir un jeune africain de 30 ans qui pouvait se marier à une jeune fille de 19 ans allemande. Il n'y en avait pas. C'était les vieilles. Personne. Mais aujourd'hui, tu vois un jeune africain étudiant ou bien quoi? Un jeune africain de 29 ans qui se marie, ou bien de 30 ans qui se marie avec une jeune fille de 29 ans. Les jeunes filles, ce n'est plus un tabou. Maintenant, il n'y a plus de métis maintenant. Hein? Il y en a plein. Mais avant, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de tabou entre les différentes cultures. La civilisation a changé complètement. La génération a changé complètement. Et vous avez parlé tout à l'heure de la vieillesse de cette population allemande. Tout à l'heure allemande. Europe. Voilà, une population tout à fait européenne. Et du coup, ils ont besoin de la main d'œuvre. Vous avez fini. Vous avez commencé à travailler là-bas. Et qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'Allemagne pour venir à... Très bien. Oh, c'est une bonne question. Ça, je répète encore. Moi, j'ai un compte à rendre après ma mort. Adieu. Quand je faisais l'école primaire, je suis issu d'une famille très pauvre. Je n'ai jamais acheté un banc à l'école. C'était public. Moi, j'ai étudié à l'école publique. Le banc, je n'ai jamais acheté. L'école primaire. Collège, c'est public, le banc. Hein? Je payais seulement que la tenue, le cahier ou autre chose. Mais le banc, la scolarité, je n'ai jamais payé. Le lycée, c'est public. L'université, c'est public. J'étais logé à l'université. Alors, qu'est-ce que je dois à ce pays? Je dois quelque chose à ce pays. C'est là. C'est quand j'ai vu sur Boubakom, Wallah, j'étais assis dans mon bureau, Wallah, j'ai vu qu'à l'université Gamal, c'est les maîtrisards qui donnent cours maintenant. C'est pas les titulaires. Ils finissent le cours seulement, les gens qui finissent, ils soutiennent, ils donnent le cours à l'université. Wallah, j'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, l'avenir de ce pays. J'ai décidé, c'est moi qui ai appelé ici, de m'envoyer un contrat. J'ai dit, je vais venir aider. L'université a dit qu'ils n'ont pas l'argent à l'époque. C'était Dr Tambada Mansaré, qui était le chef du département. Il dit, Mamoudou, tu vas venir, mais c'est difficile ici, on n'a pas l'argent pour te payer. Je dis, envoie-moi seulement le contrat, moi je vais avoir l'argent. Mais puisque je connais mes droits, je suis venu, on m'a payé. Et entre-temps, il y avait un ministre à l'époque, Dr Soiré, je crois qu'il est à la présidence actuelle. Je suis venu dans son bureau, je lui ai montré mes séjours, tous les papiers. Il dit, mais mon frère, on a besoin de vous. Il a pris son secrétaire général, il dit, accompagne le jeune là à la fonction publique. Oui, son secrétaire général m'a pris le jeune comme ça, n'est pas bien. Fonction publique, il m'a présenté, il dit, voilà un patriote, on a besoin de lui. Alors j'ai formulé directement le dossier, ça n'a pas duré 8 mois après, dès que je suis intégré. Malgré que le salaire n'était pas signifiant, mais je recevais de l'autre côté. Et cette année 2012, j'ai fait combien de voyages pour l'année? 5 voyages. Donc, ça veut, voilà. Si vous restez là, vous n'allez le plus bénéficier. Non, mon frère. J'espère que ceux qui sont en train de nous regarder vont prendre l'exemple sur vous. Et nous, du coup, c'est vous partir en Europe. Quand vous partez, vous avez de l'expérience. Il faut venir pour contribuer au développement du pays. Et je crois que c'est une idée. Dieu va t'aider. Il faut saluer, là, au moins, c'est clair. Mais Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Quand tu quittes là-bas, tu sais que tu as une nouvelle expérience que tu peux apporter à ton pays. Si tu viens, tu vas croire que tu perds le temps. Tu ne perds pas le temps. Je répète, le pays, c'est comme un être vivant. La Guinée observe tous les Guinéens. Tout ce qui se dit, Guinéen, la Guinée observe. Tu as un nouveau cœur pour ce pays, tu verras. Tu vas frauduleusement, tu vas accumuler le fonds. Tu vas accumuler le fonds. Dieu va te donner une maladie, l'argent est là, tu vas manger. D'accord. Mais à part le cours que vous donnez, on va peut-être arriver au terme, mais avant ça, je vais vous poser une dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres services que vous rendez à la jeunesse guinéenne et au peuple guinéen? À part que je donne les cours que je donne, d'abord je vous précise que je donne à Gamal 7 matières différentes. D'accord. Je donne 7 matières différentes à Gamal. Et en plus de ça, tous les jeunes qui veulent rentrer en Allemagne de façon légale, je les aide. Ils viennent, je les forme en allemand. Après, je prends rendez-vous pour eux à l'ambassade. Ils déposent le dossier, ils ont le visa, ils vont pour étudier.
ils reviennent. Mais je dis à toute la jeunesse, je dis, vous allez pour étudier, vous me voyez, pardon, ne restez pas là-bas. Allez-y, finissez et puis revenez. Puis revenez. Voilà. D'accord. Et du coup, vous allez fixer la caméra qui est juste en face de vous. Bien. Et une fois de plus, vous allez encore vous adresser à cette jeunesse qui est en train de nous regarder maintenant sur la Guinée, l'émission Partir ou Rester. Votre dernier mot à leur endroit, voilà. Bon, mon dernier mot, c'est de conseiller à la jeunesse de fournir de l'effort. Il faut toujours avoir un cœur qui rebondit chaque jour. Tu dis l'objectif c'est loin, je dois l'atteindre. Donc la politique aux politiciens, ils n'ont qu'à laisser ça aux politiciens. Et ils n'ont qu'à s'accrocher au travail. Chaque jour, le Tout-Puissant Allah, il va faire quelque chose pour eux. Avoir le bon cœur pour sa nation. Tu ne vas jamais rester derrière. Quand tu as le bon cœur pour ton pays, non, Dieu est derrière toi. Quel que soit, tu vas grimper. C'est ça que j'ai à dire. Voilà. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Dr Mahmoud Touré, ce conseil que ce grand professeur vient de donner à l'endroit de cette jeunesse qui est en train de nous regarder sur Évasion Guinée, bien sûr. Vous l'avez écouté tout à l'heure, ses propos par rapport à l'Allemagne, la vie, c'est pas facile quand on est immigré clandestin. Vous qui êtes à la maison, vous nous regardez, partir ou rester. Maintenant, c'est à vous de décider. Faites votre choix. Au revoir.